Je m'appelle Elena et j'ai acheté mon appartement à Savannah grâce à mon travail et à mes économies. Je suis comptable auditrice, ce genre de personne qui suit chaque détail et garde tous les documents en ordre. Cet appartement représentait ma paix, mon refuge après de longues périodes de deadline, de déplacements professionnels, de réunions avec des clients et de nuits blanches lors des audits. Je venais de rentrer d'un voyage de travail de 2 semaines. Le taxi m'a déposé devant le bâtiment en briques que j'aimais. Je me souviens avoir pensé combien il serait agréable de prendre une douche, de déballer mes affaires lentement et de me reposer dans mon propre lit. Cette pensée a disparu dès que j'ai ouvert la porte. Des anneaux lumineux m'éblouissaient, du glitter et des pinceaux à maquillage étaient éparpillés sur mon îlot de cuisine. Des softbox occupaient le couloir et des piles de boîtes de produits s'empilaient près du canapé. Je reconnaissais à peine mon salon, qui ressemblait maintenant à un studio de beauté prêt pour filmer des tutoriels et des vidéos promotionnelles. Au centre se tenait ma sœur cadette, Alay, entourée de colis PR ouverts, en train de filmer quelque chose avec son téléphone. À côté d'elle se trouvait son amie Sophie, ajustant les angles de lumière et lui indiquant quelles poses étaient les meilleures. Aucune des deux ne m'a remarqué au début. Elle riait à propos de branding et de chiffres d'engagement. Je suis resté là, valise à la main, alors que l'endroit pour lequel j'avais travaillé des années était utilisé comme si c'était leur plateau. Aucun avertissement, aucune demande, aucune permission. Un pincement s'est installé dans ma poitrine, pas de la surprise, mais de la reconnaissance. Je savais qu'une limite avait été franchie. Chacun réagit différemment, certains restent silencieux, d'autres confrontent immédiatement. Si vous étiez à ma place à cet instant précis, que feriez-vous? Partagez votre avis en commentaire. Je voulais vraiment comprendre avant d'agir. Je n'ai confronté personne sur le moment. Il y avait une tension dans ma poitrine, mais ma voix est restée silencieuse car je devais mesurer l'ampleur de la situation. Alay a à peine interrompu son tournage. Quand elle m'a finalement reconnu, elle a juste souri et parlé de la chance que j'avais d'avoir un tel éclairage. J'ai posé ma valise près de la porte en essayant de respirer calmement. Plus tard, mes parents sont arrivés. Ma mère, Linda, est entrée la première avec un sac de courses réutilisable rempli de snacks et de café glacé en bouteille, ce qu'Alay appréciait. Mon père, Gérald, la suivait, avançant lentement tout en regardant mon appartement avec une familiarité qui me mettait mal à l'aise. Maman a posé le sac sur le comptoir en commentant à quel point l'espace était vivant maintenant. Papa a acquiescé, disant que c'était beaucoup plus accueillant qu'avant. Ils se sont assis pendant qu'Alay continuait à organiser ses cosmétiques. Les lumières brillaient toujours, la caméra tournait, et mon salon ressemblait à une scène dans une maison que je ne possédais plus. J'étais assise en face d'eux, mes clés toujours en main, comme pour me rappeler que je n'étais pas une invitée. Maman a parlé la première, expliquant qu'Alay travaillait dur pour développer son entreprise en ligne et avait besoin d'un espace calme et esthétiquement agréable pour filmer. L'appartement qu'elle partageait avec Sophie était petit, bruyant et ne correspondait pas à l'image de marque qu'elle voulait construire. Elle parlait comme si c'était évident que mon appartement devait servir de solution. Papa s'est appuyé sur le canapé qui m'appartenait autrefois, disant que cette organisation avait du sens car je n'étais presque jamais à la maison ces derniers temps, mentionnant mes voyages et mes longues heures comme si cela justifiait que je n'ai pas d'espace pour moi. Alay ne levait pas les yeux de ses produits et disait que je devais être compréhensive et apprendre à partager. Selon elle, le succès signifiait aider sa famille à avancer ensemble, donnant l'impression que l'appartement avait toujours appartenu à nous tous, comme si mes années d'économie et de remboursement étaient un projet familial. Je lui ai demandé depuis combien de temps elle y séjournait. Elle a répondu que cela faisait environ 1 mois, et maman a acquiescé comme si c'était parfaitement raisonnable. Papa a ajouté qu'il vérifiait régulièrement l'appartement pour s'assurer que tout était respecté. Le mot « respecté » ne correspondait pas à ce que je voyais autour de moi. J'ai regardé maman et demandé pourquoi personne ne m'avait prévenu. Elle a dit qu'il ne voulait pas me stresser pendant que je travaillais, supposant que je comprendrais. Aucun mot d'excuse. Je sentais la chaleur monter dans ma gorge mais mes mains sont restées immobiles sur mes genoux. J'ai compris que réagir émotionnellement les aurait poussés à me présenter comme dramatique ou égoïste. Ils étaient déjà convaincus que cet arrangement était juste. Alay m'a finalement regardé, presque amusé, en disant « Détends-toi. On est en famille ». Cette phrase a résonné comme un verrou qui se referme. Je me suis levé lentement, suis allé dans ma chambre et ai vu encore des anneaux lumineux, des organisateurs de maquillage et des vêtements sur la chaise où je lisais autrefois après le travail. Je me suis assise au bord du lit, respirant calmement et silencieusement,
consciente qu'il me fallait de la clarté avant d'agir. Je n'ai confronté personne cette nuit-là. J'ai simplement observé à quel point elles étaient sûres de leur droit sur mon espace. 3 jours plus tard, j'ai commencé à vérifier mon courrier, revenant à ma routine habituelle de lever tôt, préparer mon café dans la cuisine silencieuse avant l'arrivée de quiconque pour filmer, prête pour une nouvelle journée de travail. La boîte aux lettres du hall, que je vérifiais habituellement sans y penser, révélait cette fois ce que je soupçonnais déjà, la maison à laquelle je revenais n'était plus entièrement mienne. Des enveloppes à mon nom, des factures et relevés bancaires, rien de surprenant. Puis, j'ai trouvé une enveloppe matelassée avec une étiquette d'un marque de soins que je connaissais grâce à Allais. Mon nom y était écrit à la main. Je l'ai ouverte dans l'ascenseur et ai trouvé un paquet de contrats avec des produits échantillons emballés dans du papier de soie. Le contrat n'était pas à mon nom mais à celui de Allais, mentionnant son rôle de partenaire promotionnel, et l'adresse de livraison était celle de mon appartement. J'ai examiné le document attentivement, comprenant un formulaire W9 déjà rempli. J'ai scanné les chiffres comme lors de mes audits, ligne par ligne, et le numéro de sécurité sociale inscrit n'était pas celui de Allais, mais le mien. La reconnaissance a frappé froidement, ce numéro, que je connaissais par cœur, n'appartient qu'à moi et personne d'autre ne devrait l'utiliser. Je suis resté dans l'ascenseur, tenant les documents, immobile lorsque les portes se sont ouvertes. Le couloir du bâtiment était silencieux, un silence étrange. Je suis retourné à l'appartement et ai posé l'enveloppe sur la table à manger. Allais filmait à nouveau, modulant sa voix pour paraître joyeuse, tandis que Sophie tenait la caméra. Aucune ne me regardait. Les lumières étaient assez fortes pour effacer toute ombre. Je suis allé dans ma chambre, et ouvert mon ordinateur portable, et consulté mon compte de surveillance de crédit pour vérifier les récentes activités. 2 nouvelles entrées apparaissaient liées à des plateformes de paiement en ligne utilisées par Allais pour ses sponsors, et mon nom était inscrit à côté. J'ai vérifié chaque ligne 2 fois, sans un mot, observant comme lors d'un audit quand quelque chose commence à se dévoiler. Plus tard, alors qu'Allais et Sophie faisaient une pause, j'ai entendu Sophie rire en montrant quelque chose sur son téléphone à Allais, une story montrant mon salon en entier, légendé, nouvel espace créatif chez Allais, avec des commentaires louant l'intérieur et demandant comment elle avait pu se permettre un tel endroit. Allais répondait brièvement sur le travail acharné et la construction progressive. Les commentaires la félicitaient. L'appartement était à moi, mais personne ne mentionnait mon nom, même une seule fois. Je me suis rendu à mon placard où je conservais mes anciens dossiers fiscaux, documents d'achat et relevés de prêts immobiliers, les ai rassemblés dans un dossier, placé dans mon sac de travail et fermé. J'ai photographié le formulaire W9, l'enveloppe, les commentaires sous le post et la story partagée par Sophie. J'ai créé un dossier numérique sur mon ordinateur, simplement étiqueté avec la date. Organiser ces informations m'a apaisé, ma respiration s'est stabilisée, et la chaleur dans ma poitrine s'est transformée en quelque chose de plus net et contrôlé. Je n'ai parlé ni à Allais, ni à ma mère, ni à mon père, ni à Sophie de ce que j'avais découvert, je n'ai accusé personne. Je voulais voir avec quelle assurance elle continuerait, jusqu'où elle croyait que cette réalité s'étendait. Je suis resté silencieuse, observant et documentant. Cet après-midi-là, j'ai demandé à tout le monde de s'asseoir. Les anneaux lumineux étaient toujours installés et les produits de maquillage disposés sur l'îlot de la cuisine, mais j'avais besoin qu'ils soient tous au même endroit, me regardant directement. Allais baissa son téléphone à contre-cœur et s'assit sur le canapé. Maman prit place à côté d'elle avec un léger soupir, et papa choisit le fauteuil près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux. Sophie resta debout, appuyée silencieusement contre le comptoir, observant. Je posai le dossier de documents sur la table basse. Je n'élevai pas la voix et ne m'expliquai pas longuement. Je me contentais d'ouvrir le dossier et de disposer le contrat, le formulaire W9 et les captures d'écran imprimées de l'histoire montrant la légende qualifiant mon condo de sien. La pièce resta silencieuse plusieurs instants, cette sorte d'immobilité où l'on attend de voir qui parlera le premier. Maman fut la première. Elle regarda les papiers, cligna des yeux une fois, puis me fixa avec une expression fatiguée que je reconnaissais des conversations d'enfance où elle voulait orienter le ton avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Elle dit que j'en faisais trop, que les familles partagent des choses et que j'avais toujours tendance à dramatiser les situations inutilement. Elle affirma que le numéro de sécurité sociale avait probablement été inscrit par erreur et que je ne devais pas lancer d'accusations pouvant nuire aux relations. Papa évita complètement mon regard. Il fixait un point sur le mur pendant que je parlais, hochant seulement la tête occasionnellement quand maman intervenait. C'était la même distance silencieuse qu'il adoptait à chaque conflit à la maison quand j'étais plus jeune,
celle qui me disait que je serais toujours seul face à tout désaccord. Ale se pencha en avant et prit le contrat d'un air désinvolte, comme si elle consultait un menu. Elle expliqua que la société avait besoin que le formulaire soit rempli rapidement et que, comme je n'utilisais presque jamais mon condo et voyageais tout le temps, elle supposait qu'il était acceptable de procéder ainsi. Elle ajouta que j'avais de la chance d'avoir quelque chose qu'elle pouvait utiliser. Elle dit que nous devions nous entraider et qu'elle aidait également la famille en développant sa plateforme. Son ton était empreint d'une certitude qui me surprit, ce n'était pas de l'insouciance, c'était de la possession. Sophie resta silencieuse, mais son expression était confiante, presque approuvant l'explication d'Ale. Je demandai directement à Ale pourquoi elle pensait pouvoir utiliser mes informations personnelles. Ale sourit, non pas par culpabilité, mais avec la fierté de quelqu'un qui se croit justifié. Elle dit, nous étions une famille, et une famille n'avait pas besoin de demander la permission pour des choses qui profitaient à tous. Elle ajouta, je suis toujours resté à distance d'eux, concentré sur le travail, agissant comme si j'étais séparé du reste de la famille. Maman interrompit à nouveau, affirmant qu'Ale avait raison, que j'avais toujours été froide, indépendante, réservée et difficile à approcher. Elle disait que j'utilisais le travail comme un bouclier et qu'il n'était pas étonnant qu'il suppose que cela ne me dérangerait pas. Elle présentait mes limites comme des défauts. Papa ne parlait toujours pas. J'écoutais sans réagir. Leurs paroles circulaient dans la pièce comme des ombres familières. Rien de tout cela n'était nouveau. La différence, c'était que maintenant je pouvais voir le schéma avec clarté au lieu de confusion. Je rassemblais lentement les documents dans le dossier. Je ne me défendis pas. Je ne contestais pas et n'élevais pas la voix. Je me contentais de dire que je comprenais comment chacun d'eux me percevait désormais et que cette compréhension allait influencer ce qui se passerait ensuite. Ale leva les yeux au ciel. Maman secoua la tête. Papa resta silencieux. Je me levai, pris mon dossier et me dirigeai vers ma chambre. Je fermai la porte doucement et restai un moment dans le silence de ma chambre. Les émotions qui me traversaient n'étaient ni bruyantes ni violentes. Il n'y eut pas de montée soudaine de colère ou de chagrin dramatique. Au lieu de cela, quelque chose se stabilisa avec une clarté absolue, comme une ligne tracée à l'encre ferme qui ne s'effacerait pas. Je compris exactement ce que je devais faire et que rien ne permettrait de revenir en arrière. Il n'y aurait ni explication, ni débat, ni tentative de leur faire changer d'avis. Les conséquences parleraient d'elles-mêmes. Ils comprendraient tout en temps voulu. Une semaine passa et le condo devint encore plus bruyant. L'espace tranquille où je revenais après de longues journées de travail était devenu une scène où chaque recoin servait pour le contenu. Ale et Sophie avaient établi un emploi du temps autour des périodes de tournage et des arrivées de colis. Des paquets s'empilaient près de l'entrée. Plus d'équipements d'éclairage apparurent dans le salon. L'îlot de la cuisine était rempli de flacons de soins et de glosses disposés en rangées soignées pour les diffusions en direct. Un après-midi, Ale annonça qu'elle ferait un live stream conjoint avec Sophie pour un nouveau lancement promotionnel. Elles passèrent près d'une heure à ajuster l'éclairage et la position des caméras. Je restais dans ma chambre, l'ordinateur ouvert, révisant mes fichiers de travail. Même avec la porte fermée, j'entendais leur voix monter en excitation, répétant des phrases polies et confiantes. Elles s'exerçaient à répondre à des questions imaginaires de spectateurs potentiels. Leur énergie emplissait tout l'appartement. Lorsque le live commença, le volume augmenta. Ale parla avec enthousiasme de son studio maison, décrivant comment elle avait conçu l'espace pour refléter son style personnel. Sophie ajouta des commentaires pour souligner la perfection de l'éclairage et de l'agencement. Elles bougèrent la caméra pour montrer différents angles du condo. Je restais dans le couloir, silencieuse, juste hors champ, à écouter. Ale présentait le condo comme si c'était entièrement le sien, comme si elle l'avait acquis, payé et utilisé pour construire sa marque. Chaque phrase suggérait soigneusement la possession sans le dire directement. Pendant le live, un voisin frappa à la porte. Le bruit était sec et irrité. Sophie coupa le micro tandis qu'Ale allait répondre. Le voisin parla doucement mais fermement, signalant que le bruit devenait gênant et que plusieurs résidents s'étaient plaints. Ale sourit poliment, s'excusa et referma la porte. Dès que le live reprit, elle plaisanta sur la vie dans un immeuble animé et continua sans la moindre inquiétude. Plus tard dans la soirée, je reçus un email de la gestion de l'immeuble indiquant que des plaintes avaient été déposées concernant le bruit excessif et l'usage commercial non autorisé de l'unité, rappelant formellement que le bail interdisait toute activité commerciale perturbant les autres résidents.
Je lus l'email 2 fois puis l'archivai soigneusement dans le même dossier numérique contenant le contrat et les captures d'écran. Ale me vit au comptoir de la cuisine et demanda, d'un ton désinvolte, si je pouvais réceptionner quelques colis le lendemain car elle avait une collaboration prévue et ne voulait pas que des livraisons disparaissent. La demande était formulée comme on parlerait à un assistant, sans hésitation et sans conscience du déséquilibre désormais présent dans notre maison. Sophie continua de nettoyer les pinceaux et ne me regarda pas. Je regardais Ale et hochai la tête une fois. Je ne contestais pas. Je ne réagis pas. J'enregistrais l'interaction mentalement comme j'avais commencé à le faire pour chaque moment. La confrontation n'aurait servi à rien. J'avais besoin de clarté, et la clarté exigeait de la patience. Cette nuit-là, je restais dans le salon après qu'elle se soit couchée. Les anneaux lumineux étaient débranchés mais toujours à leur place. La caméra reposait sur son trépied. Le condo était de nouveau sombre, mais il ne semblait plus silencieux. Il paraissait occupé d'une manière qui effaçait la personne qui y avait autrefois vécu. Je traversai lentement la pièce. Je pris des photos de la disposition des colis, de l'équipement, de l'agencement pour le live. Je documentais tout avec une concentration calme propre à mon travail. Motifs, preuves, cohérence, tout avait pris forme sans résistance de ma part, et c'était précisément ce qui permettait de révéler pleinement la situation. Je m'assis sur le bord de mon lit et révisai chaque fichier avant de les classer par ordre chronologique. Je savais que le silence ne durerait pas éternellement, mais pour l'instant, il me servait. 2 semaines supplémentaires passèrent. Pendant ce temps, le condo passa d'un simple inconvénient à quelque chose exigeant une attention constante. Je remarquai le changement par de petites choses, d'abord suffisamment petites pour les ignorer si je voulais faire semblant que la situation était temporaire. Des colis adressés à des noms inconnus arrivaient à ma boîte aux lettres, chacun clairement lié à un sponsoring, chaque fois en rapport avec des marques de soins ou de beauté. Les étiquettes de retour mentionnaient des agences de marketing et des entrepôts de distribution, impliquant des contrats quelque part. Je commençais à les poser sur le comptoir sans les ouvrir, documentant chaque livraison avec des photos horodatées. Je voulais un enregistrement précis, reflétant ce qui se passait sans commentaire ni accusation. Vers le milieu de la 2e semaine, un colis contenait un dossier scotché à l'extérieur. Le dossier comprenait les directives de la marque et les attentes pour les influenceurs, ce qui ne m'aurait pas inquiété si ce n'était pas pour la dernière page, mon nom complet, mon adresse de condo et les 4 derniers chiffres de mon numéro de sécurité sociale étaient imprimés en bas d'une feuille de signature de contrat. Ce détail n'était pas accidentel. Cela signifiait que quelqu'un avait soumis mes informations personnelles. Je pris un autre jeu de photos et sauvegardai une copie du document sur un disque crypté. Je n'appelais pas Ale. Je n'ai pas appelé maman ni papa. Je me suis simplement préparé. Cet après-midi-là, j'ai reçu un courriel de l'une des entreprises figurant sur les documents, demandant une vérification de la propriété de mon logement pour le lieu de tournage, en précisant que leur service juridique avait besoin d'une confirmation pour la couverture de responsabilité. La demande était polie, presque routinière, mais ses implications ne l'étaient pas. Il ne poserait la question que si quelqu'un avait revendiqué le condo comme étant le sien. J'ai hésité à répondre immédiatement, craignant d'aggraver la situation, mais celle-ci avait déjà pris de l'ampleur. J'ai transféré le courriel sur mon ordinateur professionnel et passé la soirée à rassembler les preuves, actes de clôture, reçus de taxes foncières, titres de propriété, documents d'assurance, et même capture d'écran de l'historique des paiements de mon application de prêt immobilier. La propriété ne faisait aucun doute. Le condo était à moi, acquis après des années de travail acharné et d'économie méticuleuse. Le lendemain, pendant le déjeuner au bureau, j'ai demandé à mon collègue Anthony s'il avait un moment. Anthony travaillait en conformité et avait une manière calme et mesurée d'analyser les situations sans réagir excessivement. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille de la salle de pause tandis que je lui montrais les documents et expliquais la situation. Anthony n'a pas interrompu, il a lu chaque page avec patience et minutie. Lorsqu'il eut terminé, il m'a expliqué qu'il s'agissait d'un abus d'identité et potentiellement d'une fraude contractuelle. Son ton était neutre, ni dramatique, ni compatissant, mais clair, et cette clarté m'a permis de respirer. Avec ses conseils, j'ai rédigé une réponse professionnelle au coordinateur du sponsoring, incluant les preuves de propriété et une explication concise qu'aucune autorisation n'avait été donnée pour une activité commerciale dans mon logement, sans mentionner à ni attribuer de blâme, simplement établir les faits. 2 jours plus tard, les conséquences sont arrivées au condo, un message via le portail en ligne de l'immeuble annonçait l'annulation de l'autorisation de tournage.
puis un autre confirmait que le partenariat de sponsoring lié aux livraisons avait été retiré en raison de fausses représentations de l'usage autorisé de la propriété. Ale l'a appris presque immédiatement. Ce soir-là, maman a appelé, sa voix portait cette familiarité tranchante qu'elle utilise lorsqu'elle croit qu'une déception est mal dirigée. Elle a insisté sur le fait que j'avais exagéré, humilié ma sœur et compromis l'image professionnelle de Ale, m'accusant de privilégier ma fierté sur la famille. J'ai écouté sans répondre émotionnellement, lui expliquant que je n'avais rien annulé, que les marques avaient pris leur décision en voyant la vérité. Maman a mis fin à l'appel abruptement, il n'y avait rien à conclure. Je suis restée silencieuse après, ni triomphante, ni en colère, seulement stable, n'ayant pas argumenté ni expliqué plus que nécessaire, ayant simplement repris ce qui m'appartenait. 48 heures plus tard, l'immeuble a envoyé un avis final, par courriel et sur papier à en-tête officielle, avec un langage clair et aucune marge de négociation, précisant que toute activité commerciale non autorisée violait plusieurs clauses de résidence et que toute occupation continue par une personne non enregistrée entraînerait des pénalités, avec date limite pour que Ale retire toutes ses affaires, sans discussion ni suggestion de réexamen, seulement l'attente de conformité. J'ai relu 2 fois, non parce que je doutais du message, mais parce qu'il symbolisait le point atteint, ce qui semblait intangible était maintenant écrit. J'ai imprimé l'avis et l'ai posé sur le comptoir de la cuisine. Quand Ale est entrée ce soir-là, elle l'a ignoré d'abord, choisissant de se plaindre de la perte de contrat et d'un traitement injuste des entreprises qu'elle jugeait excessive. Je n'ai pas répondu, me contentant de montrer le papier. Elle s'est tue en reconnaissant le sceau de la direction de l'immeuble, et pendant un instant, il n'y avait ni performance, ni défensive, seulement la stupéfaction, rapidement remplacée par la colère. Elle m'accusait de l'avoir trahi, de préférer des étrangers à la famille, de ne pas l'avoir protégée et de la laisser affronter seule les conséquences. Je suis resté immobile, affirmant que je n'avais pas créé les conséquences, c'était elle. Le lendemain matin, maman est arrivée à l'improviste, avec la même intensité émotionnelle qu'elle utilise lorsqu'elle croit pouvoir transformer une situation par la seule détermination, évoquant souvenirs d'enfance, sens de la famille et responsabilité des aînés, insistant sur le fait que Ale avait fait des erreurs mais que l'amour devait adoucir, non punir. J'ai écouté chaque mot. Quand elle s'est enfin arrêtée, je lui ai dit que l'amour ne nécessite pas de renoncer à ses limites personnelles, que je ne reviendrai pas sur mes actions et que la décision de l'immeuble resterait. L'expression de maman s'est durcie et la conversation s'est arrêtée là. Papa est venu plus tard dans la journée, sans argumenter ni défendre personne, se tenant tranquillement dans l'entrée, mains dans les poches, yeux baissés, demandant si j'étais certaine, je répondis oui, il hocha la tête et n'essaya pas de me persuader. Ale a compris qu'aucune intervention ne viendrait en sa faveur. Elle fit ses valises rapidement, chaque geste chargé de ressentiment plutôt que d'acceptation, claquant les tiroirs, jetant les affaires dans les sacs sans plier et répétant que je regretterais ce moment. Je ne réagis pas, je n'apaisais pas, ne m'excusais pas et n'expliquais rien. J'attendis la fermeture des portes de l'ascenseur avant de laisser échapper un souffle. Une fois parti, j'ai contacté un serrurier, l'opération dura moins d'1 heure. La nouvelle serrure se mit en place avec une finalité nette. J'ai rangé les anciens badges, réinitialisé tous les codes de sécurité, mis à jour les permissions, contacts d'urgence et listes d'invités autorisés. Pas à pas, j'ai restauré le condo comme un espace sûr. Une fois le travail terminé, je me suis tenu au centre du salon, le silence me semblait d'abord étrange, pas encore paisible, mais ouvert. Je ne me sentais ni triomphante ni vengeresse, seulement présente, ayant choisi une limite et la tenant malgré la pression qui auparavant m'aurait fait changer de direction. La distance avec ma famille était réelle, tout comme l'espace que j'avais repris dans mon propre logement. J'ai rangé les derniers documents dans le dossier avec le reste de mes archives, puis éteint mon téléphone, ne bloquant personne, choisissant simplement de ne pas répondre. 1 mois plus tard, l'appartement était de nouveau calme, le silence ne semblant plus étrange mais porteur d'équilibre retrouvé à mesure que je reprenais mes routines. Je me levais chaque matin sans anticipation de perturbation, préparais les repas sans éviter du matériel déplacé, rentrais du travail dans un environnement reflétant mes choix. L'absence de conflit laissait place à la réflexion, et j'ai compris combien d'énergie j'avais dépensé à tenter d'éviter le chaos plutôt qu'à vivre en paix. Mon temps était consacré au travail, à la lecture, aux promenades au bord de la rivière le week-end et à redécouvrir le calme d'être seul sans se sentir isolé. Un après-midi, j'ai rencontré Anthony dans un petit café près du bureau. Il m'a accueilli avec chaleur, me demandant comment j'allais, mais pas de questions sur ma famille, un silence respectueux reconnaissant que parfois il vaut mieux ne rien dire que de forcer la conversation.
Nous avons parlé de projets professionnels, de voyages à venir et de livres récemment lus, une conversation fluide, sans lourdeur ni besoin de se défendre. En nous quittant, j'ai senti un léger changement, le monde n'avait pas effondré, il était simplement devenu plus calme. Aucune tentative de réconciliation, maman a envoyé une carte de vœux formelle, papa un bref message sur mon bien-être, auquel j'ai répondu poliment, allez et restez silencieuse, je n'ai pas cherché à la contacter non plus. Il ne restait aucune colère, seulement la distance créée par des choix irréversibles. Les limites n'étaient pas une punition mais une survie. J'ai compris que prendre du recul n'était pas abandonner l'amour mais protéger les parts de moi négligées en portant les autres. La leçon était simple mais profonde, la famille peut avoir du sens, mais ce sens n'excuse pas le mal. L'amour implique responsabilité et conscience de l'impact de nos actions sur autrui. Quand ceux que nous aimons refusent de reconnaître cet impact, il faut choisir de sortir des cycles qui nous épuisent. Choisir la paix implique parfois la séparation, lâcher prise peut être le seul moyen d'éviter de répéter l'histoire. L'indépendance n'est pas froideur, c'est clarté. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais que chaque famille est différente et que chaque situation porte son poids. Je suis curieuse de savoir comment vous auriez agi, si vous auriez fait le même choix ou pris une autre direction. Si vous le souhaitez, partagez vos pensées ou expériences, je lis chaque perspective avec soin et je crois que nous apprenons le plus des moments où nous parlons honnêtement.